Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un très gros sujet qui est tout simplement les communications de catastrophes, d'urgence, de détresse, de sécurité. Bref, vraiment des moments critiques pendant lesquels on va avoir besoin de communiquer. Donc avant de mettre un commentaire positif ou négatif, je vais vraiment vous demander de rester jusqu'au bout et surtout de rester bien attentif à ce que je vais dire. Je vais bien sûr parler du projet du groupe Fréquence Citoyenne Française, FCF, mais je ne parlerai qu'en mon nom propre. Je ne parlerai pas au nom du groupe, c'est d'ailleurs pour ça que je vais poster cette vidéo sur ma chaîne perso et non pas sur la chaîne du groupe. Pour vous introduire le sujet assez rapidement, disons que ça fait pas mal de temps que je me penche sur justement tout ce qui va toucher aux fréquences d'urgence, de détresse, de secours pour la France. Et très vite, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'existe pas aujourd'hui de fréquences nationales de détresse et encore moins réservées au grand public, à monsieur, on va dire monsieur, madame, tout le monde. Donc de là a découlé plusieurs petits projets, on va dire tout public. Il y a eu le canal 7.7 Radio Rando Montagne pour créer donc une fréquence de sécurité pour les randonneurs. Donc c'est un projet qui existe déjà dans d'autres pays. L'idée c'était tout simplement de le reprendre chez nous et de le développer. Ensuite, pour les communications de catastrophe, on a créé le projet RCCU 8 pour Réseau de communication citoyen d'urgence sur le canal 8. Donc ces projets-là s'adressent vraiment à tout le monde, c'est-à-dire vraiment les gens qui sont néophytes, qui n'ont aucun pied dans la radio, si ce n'est que d'avoir des talkie-walkie homologués PMR 446 à la maison. Mais à part ça, en fait, il n'existe pas de vraie fréquence nationale que les gens vont veiller et utiliser partout en France. Je parle au niveau de la population. Là, je vais vraiment me concentrer sur un usage purement citoyen. Je ne vais pas parler forcément de professionnels ou de gens qui pratiquent quelque chose de bien spécifique, mais vraiment une fréquence réservée à, on va dire, monsieur, madame, tout le monde, en cas de pépin, pour tout simplement demander de l'aide, échanger de l'information, relayer un appel Mayday, etc. Donc il y a cette problématique d'inexistence de fréquences nationales réservées à la population pour ce genre de situation. Et en parallèle, lorsqu'on a lancé Fréquence Citoyenne Française, c'est vrai que régulièrement, j'ai la question suivante qui revient, et c'est vrai qu'elle est plutôt pertinente, et c'est vraiment là que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. On me dit, vous vous appelez Fréquence Citoyenne Française, mais existe-t-il une fréquence citoyenne française? Une seule fréquence réservée pour les citoyens par rapport à toutes les thématiques qu'on aborde. Donc généralement, on va parler de tout ce qui va toucher au secours, à la détresse, à la sécurité. Donc dès que je parle de sécurité, je ne parle pas de sécurité privée, mais de sécurité dans le sens alerter sur des risques météorologiques, ça peut être des risques climatiques ou autres, hein, des catastrophes. Voilà, je parle de sécurité plutôt dans ce sens-là. Et donc en développant le projet RCCE 8, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait un endroit dans lequel ça bloquait. Au niveau des communications, on va dire plus longue distance. Il faut savoir que le PMR 446, la bande UHF de manière un peu plus générale, a tendance à se propager à vue. Et c'est plutôt une bande de fréquence qui va plutôt être efficace dans des zones urbaines pour du béton. Ça va facilement, enfin plus facilement traverser tout ce qui va être béton, voilà, tout ce qui va être touché à la ville en fait, ça va être vraiment très efficace. Par contre, pour les zones un peu plus montagneuses, un peu plus en altitude, ça va pouvoir fonctionner, mais ça sera toujours à vue, mais avec une certaine perte au bout d'une certaine distance. Vous prenez deux postes homologués PMR 446 qu'on peut trouver n'importe où dans le commerce. On va dire que à partir de 10-15 km, vous allez déjà avoir de la perte en réception et en émission. En tout cas, le signal va
diminuer beaucoup plus fortement que sur des bandes de fréquences plus basses. En plus d'être une bande exclusivement à vue, c'est-à-dire que lorsque vous voyez la personne, c'est censé passer, lorsqu'il y a un obstacle, c'est censé bloquer la communication. Et donc concernant le projet RCC 8, eh bien, on s'est rendu compte que pour communiquer en local dans une ville par exemple ou un quartier, le PMR 446 c'est ce qu'il y a de plus efficace parce que tout le monde en a et c'est standard. On se met sur le canal 8, tous les postes ont le canal 8 de programme à l'intérieur et on peut communiquer comme ça avec ses voisins, quelqu'un du quartier, quelqu'un de la ville. Mais au-delà de cette distance, j'ai pu faire moi-même des essais, par exemple avec un collègue qui habite à peu près à, on va dire, 25-30 km, qui est vraiment très bien équipé en radio. Moi-même, j'ai une très bonne antenne avec un super dégagement, une antenne vraiment de bonne qualité que j'ai montée moi-même avec un super câble, vraiment le top du top. Et bien à peu près 30-35 km, eh bien on n'arrivait pas à se capter. Par contre, il y a une autre bande de fréquences qui fonctionne bien mieux. Et j'en ai encore fait les frais récemment, puisque là je suis actuellement, on va dire, en voyage. Je suis sur le GR65 depuis 5-6 jours. Et donc je passe régulièrement sur des sommets. Et je suis équipé avec ma petite radio au biband. Et donc je scannais en fait les fréquences, les mémoires avec des fréquences préprogrammées que j'avais mis dans mon appareil. Donc il y avait le PMR 446, le LPD 433, j'ai tout ce qui va être fréquence marine, parapente, fréquence aéronautique, fréquence radio amateur. Et l'idée c'était de voir si j'arrivais à entendre quelque chose et si j'arrivais à être entendu par quelqu'un. Voilà, donc j'étais à plus de 1000 mètres d'altitude quand même. J'étais à peu près à 1100-1200 mètres d'altitude avec un super dégagement sur tout l'arrière-pays. J'ai lancé des appels sur le PMR 446, canal 8, donc c'est un canal d'appel national sur lequel il y a des milliers de personnes à l'écoute. Le canal 77 pour voir s'il y avait du monde et je n'ai eu aucune réponse. Et je n'ai rien entendu. C'est-à-dire que je scannais en permanence, j'ouvrais le squelch pour vraiment ouvrir la réception. J'entendais du grésillement, j'entendais en fond sonore un semblant de voix, mais disons que concrètement, je n'ai pas réussi à contacter qui que ce soit tout en haut d'une montagne. Par contre, j'ai reçu d'autres communications qui passaient très bien, et c'était sur la bande VHF. La bande VHF, ça va de 30 mégas à 300. La bande UHF, c'est de 300 à 3000. Donc nous, sur nos portatifs, sur les radios, les talkie-walkie qu'on va vraiment pouvoir retrouver n'importe où dans le commerce, enfin n'importe où dans le commerce, c'est plutôt sur Internet. Mais disons, voilà, c'est des postes très répandus et c'est très facile d'accès. En UHF, on va pouvoir faire 400 à 480 MHz. Et en VHF, on va pouvoir faire de 136 à 174. Bon, moi, ma radio fait un petit peu plus. Mais tout ce que je voulais dire, là où je voulais en arriver, c'est qu'en fait, il n'y a que sur la bande VHF que j'ai réussi à entendre des communications. J'ai entendu des balises parapente qui étaient à plus de 200 km. Je recevais des balises en numérique de Radio Club, de plein de trucs qui étaient à au moins 250 km sans aucun problème, ça passait à fond. J'ai entendu des avions, j'ai entendu quoi d'autre, des relais radio amateurs, des réseaux professionnels, parce que j'ai aussi scanné, on va dire, en fréquence libre, quoi. Je me suis vraiment mis à scanner tout ce qui passait, on va dire toute la bande de fréquences. Pareil en UHF, eh bien en UHF je n'ai rien entendu, en VHF eh bien, j'ai réussi à capter plein de trucs différents. Ça fait pas mal de temps que je teste également différentes bandes de fréquences, notamment la CB. J'essaie de faire vraiment des comparaisons entre la CB, la bande VHF et la bande UHF. Et mes résultats sont unanimes là-dessus. Il y a vraiment tous les résultats nous amènent à la bande VHF. La bande VHF, c'est celle qui est la plus performante et c'est celle qui est la plus standard. C'est la plus performante, pourquoi ? Parce que tout d'abord, au niveau de la place que ça représente au niveau du matériel, de la facilité d'utilisation, de programmation, eh ben, c'est celle qui est l'une des plus simples en fait. Tous les postes aujourd'hui sont quasiment biband, ils sont équipés d'antennes
fonctionnant sur la bande VHF, il n'y a aucun problème. On peut très facilement donc trouver le matériel pour moins de 20 euros. On peut avoir un talkie-walkie, une antenne VHF, ça prend pas beaucoup de place. On peut en avoir de 8-10 cm jusqu'à plusieurs mètres de long. En tout cas, je vais vraiment rester dans un usage uniquement portable, hein. Donc uniquement un portatif, et bien voilà, avec cette antenne-là, elle fait à peu près 20 cm, et bien ça fonctionne très bien. Vous prenez une antenne de 50 cm et là vous avez un super rendement, et ça prend pas de place en fait. 50 cm au niveau de l'antenne, c'est pas grand-chose. Surtout qu'aujourd'hui on trouve des antennes vraiment très légères, donc ça permet d'avoir quelque chose de compact et de très efficace par rapport au prix, à la place et surtout à la facilité qu'on a de l'utiliser, puisqu'en fait il n'y a pas vraiment de réglage à faire, il y a juste à se mettre sur la bonne fréquence pour pouvoir communiquer. En UHF c'est pareil, sauf que eh bien, la portée sera beaucoup plus réduite, alors que la VHF, elle, n'aura quasiment aucune perte. C'est d'ailleurs pour ça que sur un sommet, j'ai réussi à choper des stations à plus de 200 km sans aucun problème. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, tous les réseaux, enfin quasiment tous, parce qu'aujourd'hui, par exemple, les pompiers, eux, ont migré sur la bande UHF, mais ça, c'est plus pour un souci de compatibilité avec les autres réseaux de secours, police, etc. Mais disons que euh, l'écrasante majorité des fréquences d'urgence, de détresse et même les services de secours fonctionnent quasiment toujours en VHF. Et c'est pas pour rien parce que c'est la bande vraiment qui a le rendement le plus intéressant. On a une très bonne qualité, le matériel est facilement accessible, les antennes sont trouvables pour pas cher du tout, euh, et voilà, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Si on prend par exemple les réseaux de communication en montagne, et même les seules fréquences de secours en montagne qui existent se trouvent sur la bande VHF. Vous avez le canal E, 161-300, et vous avez le, le réseau La Chamoniarde, qui est pareil autour des 150-160 mégas. Donc c'est les réseaux professionnels qui sont à peu près dans cette zone-là. Vous avez également les parapentes en 143 mégas. Vous avez les pompiers qui fonctionnent, eux, sur des fréquences un peu plus basses, hein. Ils sont sur le 85-86 mégas. Ils ont quand même gardé ces fréquences-là, même si quasiment tout le temps, ils communiquent aujourd'hui en UHF et en numérique. Si on prend la Croix-Rouge, moi je sais que dans le sud de la France, eh bien, ils fonctionnent quasiment tout le temps en VHF parce que c'est ce qui passe le mieux, le plus loin. Pareil, au niveau du maritime, les fréquences de communication, de sécurité, de détresse en marine se trouvent sur la bande VHF. L'aéronautique, c'est pareil, on est sur de la VHF quasiment tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la bande qui est la plus performante. Il suffit d'analyser, de regarder ce que tous ces services font, comment est-ce qu'ils fonctionnent, sur quelle bande ils sont, pour comprendre qu'en fait la VHF, c'est vraiment la bande de fréquence qui est la plus intéressante, la plus performante par rapport à ce fameux ratio entre la facilité d'accès du matériel, le prix, les performances, le fait que ça soit compact. Et vous allez me dire, oui, mais il y a la CB. La CB, ça porte plus loin. Alors, pour avoir fait beaucoup de tests depuis pas mal d'années en CB, je peux vous dire que c'est vraiment aléatoire. La CB, ça peut aussi bien passer à 1500 km que pas du tout à 50 km. Je me suis fait une installation de dingue à la maison avec une antenne de 6 mètres de haut, pareil, un super câble, un super poste qui fait tous les modes. Je n'ai pas réussi à contacter une station qui était à 50 km de ma position. En VHF, même avec 5 petits watts, je peux vous jurer que vous pouvez faire 100 km sans aucun problème. Donc là où je veux en venir, c'est que d'après moi, ça serait bien de réfléchir et de définir à un moment donné une fréquence, une seule, une fréquence analogique. Après à définir avec ou sans filtre CT, CSS, je pense que le mieux ça resterait quand même de rester ouvert, au moins il n'y a pas de doute dans la programmation, il n'y a pas de est-ce que je l'ai bien programmé. On ne met rien, au moins c'est ouvert à toutes les communications, on est sûr de tout entendre et d'être entendu par tout le monde. Donc ouais, je pense que ça serait bien de créer donc une fréquence unique, nationale, réservée à la population, aux citoyens, pour pouvoir communiquer dans diverses situations. Comme moi par exemple, lorsque je vais en nature,
en montagne, lorsque je suis n'importe où, lorsqu'il y a une catastrophe, la bande VHF, c'est celle qui nous permettra de communiquer entre plusieurs villes ou plusieurs départements sans aucun problème. On sera quasiment sûr que ça passera. Alors que l'UHF, faut vraiment avoir beaucoup de puissance. Justement, dans les situations de catastrophe, généralement, on n'a pas beaucoup d'énergie, donc on ne peut pas gaspiller comme ça de l'énergie pour avoir un rendement qui sera dans tous les cas moins intéressant, enfin moindre qu'en VHF. Et en plus, ça nous permettrait d'être plus facilement compatible avec le matériel que les secours utilisent déjà. Puisqu'en fait, je vous l'ai déjà dit, en marine, c'est de la VHF, parapente, c'est de la VHF, en montagne, c'est de la VHF, que ce soit les réseaux professionnels, les réseaux de secours, les associations de randonnée, de guides, de tout ce que vous voulez, ils sont tous en VHF. Donc l'idée que j'ai eue en pensant à tout ça, à tous ces problèmes en fait, parce que ce sont de vrais problèmes et on nous demande régulièrement de proposer des solutions. Parce que le PMR 446, je suis pour. C'est bien parce que ça permet à monsieur, madame, tout le monde de pouvoir communiquer assez facilement avec du matériel homologué. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, le problème qui va se poser, c'est que par exemple, lors d'une situation de catastrophe, à votre avis, qu'est-ce que vont faire les gens? Ils vont tous se foutre sur les talkie-walkie. Et ça va être le bordel et on va avoir du mal à communiquer. Donc nous, ce qu'on avait imaginé par rapport à, par exemple, une situation de catastrophe dans une ville, c'était donc d'utiliser le PMR 446 pour les communications entre ce que nous on appelle en gros les veilleurs, des gens qui sont un petit peu formés en radio, qui ont un petit peu de matériel et qui peuvent faire le lien entre par exemple plusieurs quartiers ou plusieurs villes ou plusieurs régions ou des secours avec un quartier, etc. Enfin bref, il n'y a pas vraiment de trucs précis, mais l'idée, ça serait par exemple d'utiliser le PMR 446 pour vraiment les communications citoyennes entre vraiment les gens qui ont que ça sous la main, qui ont que leur petit talkie-walkie, mais que nous, en parallèle, on puisse pouvoir travailler, communiquer de manière fiable sur des fréquences, sur une fréquence qui porte beaucoup plus loin, pour pouvoir garder facilement le lien entre nous et pouvoir communiquer sans avoir de problème de brouillage, puisqu'en fait, si tout le monde se met sur les mêmes fréquences, il n'y en a que 16, il n'y a que 16 canaux, généralement, ça va vite être le bazar et on ne va pas pouvoir communiquer de manière fiable. Ce qui fait que ça va tout retarder, etc. etc. Lorsque je suis en montagne, en nature, n'importe où, j'ai encore eu l'exemple là ces derniers jours, la VHF, c'est ce qui passe le mieux. Donc, si par exemple, je suis en pleine nature et j'ai besoin d'aide, l'idée, ça serait que, un peu partout en France, tous les gens qui sont équipés de talkie-walkie VHF ou bien VHF-UHF, biband, se mettent en double veille sur cette fréquence, une fréquence unique, sur laquelle ils vont pouvoir potentiellement recevoir être sollicités par des gens en nature qui ont peut-être besoin d'informations, qui ont besoin d'échanger, d'alerter sur un risque, de dire, d'appeler, d'envoyer un message de détresse. Et la VHF, c'est vraiment ce qui passera le mieux. Il y a besoin qu'une antenne pour aller à un périmètre de 50 à 100 km pour pouvoir entendre de manière relativement correcte presque toutes les communications. Là où en UHF, il va falloir avoir plein de petits récepteurs, plein de petites antennes un peu partout qui vont pouvoir plus ou moins couvrir ce même secteur. Moi, je pense que les deux bandes sont complémentaires. C'est pas la VHF va remplacer l'UHF. Mais voilà, elles ont chacune leurs particularités, leurs avantages, leurs inconvénients. Donc à nous d'être intelligents et de jouer avec ça pour justement que les deux soient complémentaires. Donc pour moi, le 446, il faut que ça reste accessible pour monsieur, madame, tout le monde, mais qu'en parallèle, on puisse avoir une fréquence unique pour toute la France pour pouvoir, comme ça, échanger de l'information uniquement lorsqu'il y a vraiment une nécessité absolue. Alors ça, c'est en théorie. Ça, moi, je vous ai juste parlé de la théorie parce que c'est à partir de ça qu'on peut réfléchir à quelque chose de concret. Voilà, on a des besoins,
On sait que, d'après moi, la VHF est vraiment la bande la plus intéressante, puisqu'en fait, lorsque je vous parlais des différentes entités, les gens qui font du parapente, les gens qui sont en montagne, etc., l'idée, c'est que ces gens-là, dans leur poste, puissent également potentiellement programmer cette fréquence sur une mémoire comme ça, hein. Je ne dis pas qu'ils doivent l'utiliser, mais qu'ils la programment pour que peut-être un jour, en cas de besoin, ils puissent basculer dessus. Parce qu'en fait, selon les zones, eh ben, ça va être tout le temps une fréquence différente. En mer, ça va être le 156-800, donc le canal 16, à savoir que cette même fréquence, lorsqu'on est dans les terres, ne fonctionne plus, puisqu'en fait, elle est attribuée pour les réseaux professionnels. Donc en fait, on aurait pu, à la limite, dire, bon allez, 156-800, pour toute la France, bah non en fait, même si c'est une fréquence mondiale de détresse, eh ben nous dans les terres françaises, ça devient une fréquence de réseau privé. C'est plus une fréquence de détresse marine. Le parapente, bah, la fréquence parapente 143-9875 bah, appartient à la Fédération française de vol libre, hein, c'est la FFVL, donc on ne va pas pouvoir se mettre sur une fréquence qui ne nous appartient pas. Voilà, eux, ils ont payé des droits d'usage. Donc en gros, pour résumer, ça serait donc de créer une fréquence que je vais un peu appeler une fréquence couteau suisse. En gros, une fréquence multi-usage, qui que nous soyons et où que nous soyons sur le territoire, que ce soit aussi bien en nature, en ville, pour de la détresse, pour de l'urgence, pour de la catastrophe, pour tous ces types de communication, on puisse avoir une fréquence unique sur laquelle on va pouvoir, pouvoir être entendu ou entendre d'autres citoyens en demande de X ou Y chose. Et qui va pouvoir potentiellement également servir de fréquence d'interconnexion, potentiellement avec même des services officiels qui de toute façon ne sont équipés qu'en VHF dans la plupart des cas. Donc ça c'était vraiment la théorie et disons l'idée, le pourquoi on se tourne progressivement vers ce choix. Maintenant, venons-en aux faits. Eh bien, moi, ça fait pas mal de temps que je creuse dans la recherche justement d'une portion de fréquence ou d'une fréquence que l'on pourrait utiliser pour cet usage. Et disons qu'on n'a pas trouvé 10 000 solutions. On s'est tout d'abord dit, les radioamateurs, eux, pourraient éventuellement définir une fréquence vraiment réservée à ça. Sauf que c'est mort, voilà, on a déjà un peu tâté le terrain, c'est pas possible. D'autres avant nous avaient déjà tâté le terrain, je me souviens c'était sur un forum de montagnards, je crois que c'était Camp to Camp ou quelque chose comme ça, où ils en avaient déjà parlé. Quelqu'un avait proposé l'idée comme ça d'une fréquence de sécurité de détresse en montagne sur la bande radioamateur. Autant vous dire qu'ils n'étaient pas contents du tout, alors qu'on parle quand même de sécurité de détresse. Donc voilà, déjà les radioamateurs, on sait que c'est pas possible. Ensuite, la fréquence FFVL, je vous l'ai dit juste avant, c'est une fréquence qui appartient à une association nationale, donc on ne peut pas squatter comme ça une fréquence. Ensuite, le maritime, lorsque c'est dans les terres, il n'y a que le canal 10 et je crois que certaines fréquences pour les écluses qui sont encore fonctionnelles, mais toutes les autres sont réservées pour les réseaux privés. J'ai voulu me tourner je me suis dit, quitte à être... parce que moi, l'idée, c'est vraiment que le truc soit le plus légal possible. Parce que là, je vais parler en mon nom, mais même si on présente ça de manière officielle en tant que membre FCF, depuis le début, on rabâche un petit peu les réglementations, les machins. On est obligé, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais on est obligé pour se couvrir légalement par rapport à ça. On peut pas, d'un autre côté, dire aux gens de faire n'importe quoi sur la VHF. Pour nous, ça c'est impensable. Donc après, ce qu'on s'était dit, c'était on va essayer de regarder, se tourner vers la location d'une fréquence, louer une fréquence à l'année pour ce type d'usage. Sauf que j'ai regardé les prix, c'est juste pas possible. Il y a justement un gars qui a fait une vidéo là-dessus sur YouTube. Et pour vous donner un exemple, hein, une communication simplex, donc de poste à poste, hein, sans passer par des relais ni quoi que ce soit, deux portatifs qui communiquent sur 1 km de distance. Ça représente déjà plus de 100 balles par an.
plus bien sûr la programmation des postes, etc. etc. Euh, Si on change le 1 km en 3 km, je crois qu'on passe directement à peut-être 2 ou 300 euros. À savoir que pour les réseaux professionnels, chaque station de base, ce qu'on appelle une base, ça va être une station mobile par exemple, un poste mobile. Je crois bien que le poste mobile, les gros postes avec une antenne fixe sur le toit de la voiture ou une station fixe à la maison avec une antenne sur un mât ou un relais est considéré comme une assignation. Une assignation, c'est 50 euros en plus. En plus, bien sûr, du prix de la location de la fréquence, plus les frais de dossier, etc., etc. Donc là, on peut très vite monter très haut. Donc imaginons, on a 1000 veilleurs sur la France, qui sont équipés de 1000 postes fixes. Donc ça fait 1000 attributions différentes. Bah, vous faites 1000 fois 50, ça vous donne 5000 euros. Si on veut ne serait-ce qu'avoir une fréquence dans un département, hein, c'est je crois que c'est le kilomètre carré qui calcule, hein, c'est pas la distance entre les postes, mais c'est vraiment la superficie en kilomètre carré. Euh, Autant vous dire, je pense que pour un département, ça doit être ça doit se compter en dizaines de milliers d'euros. Je pense que pour une fréquence nationale, j'ai pas encore réussi à avoir la réponse. Si jamais vous avez le calcul, que vous pouvez le faire et que vous pouvez nous donner vraiment le résultat, le prix précis ou approximatif d'une fréquence nationale, je pense que ça doit chiffrer en centaines de milliers, voire en millions d'euros. Et je n'exagère pas, c'est vraiment très très cher parce qu'en fait c'est calculé sur en gros la valeur du marché, plus la bande de fréquence. Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu dans le calcul. Autant vous dire que louer une fréquence à l'année, c'est impossible. C'est littéralement impossible. Ensuite, on s'était dit, bon, bah, si c'est vraiment pour de la catastrophe, on peut se mettre peut-être en hors-bande. Mais là, encore une fois, c'est totalement illégal. Donc, on pourra pas dire aux gens vraiment je sais pas comment dire, mais de se mettre sur des fréquences qui sont dans tous les cas pas autorisées. Même si le règlement, le RR, je crois que c'est le 33-3, qui précise que voilà, pour de la détresse, normalement, tu peux tout mettre tout moyen peut être mis en place. Mais encore une fois, avant ça, il faut quand même faire la promotion de la fréquence. Mais si la fréquence en elle-même est interdite, ça reste compliqué de la mettre en avant. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon opinion. Après, j'ai un autre collègue qui, lui, pense différemment. Donc, l'idée, c'est pas de vous dire il faut faire comme ça. Justement, l'idée, c'est de vous parler de comment moi je vois le truc, mais que vous fassiez aussi ce travail-là de réflexion autour de tout ça, hein, prendre tous ces paramètres en compte et de me donner des réponses, enfin plutôt des idées, des solutions dans les commentaires de cette vidéo. Donc le hors-band en 146 mégas, même si on sait très bien qu'il y a plein de gens qui le font un peu partout, ça reste illégal et c'est surveillé et ça peut causer des brouillages. Parce que c'est quand même une bande réservée, qui est censée être une bande pour la région de radioamateurs, mais apparemment c'est quand même réservé pour d'autres usages. Ensuite, il y a une autre bande de fréquence, c'est le Freenet. Le Freenet 149, c'est une bande libre, tout comme le PMR 446 chez nous, hein, mais pour les Allemands. Je crois que c'est allemand, peut-être un peu suisse, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, l'Allemagne, eux, ils ont droit à ces fréquences-là, ils ont 5 fréquences différentes, avec 0,5 watts de puissance. Et eux, bah, même avec 0,5 watts, hein, c'est très performant, hein. Je crois que c'est même le plus gros réseau, le plus gros maillage en VHF, on va dire, pour les citoyens. Je crois que c'est le réseau Freenet, hein, qui est vraiment l'un des plus importants, avec le MURS américain, mais eux, c'est quand même c'est un autre niveau et c'est un autre continent. Donc, c'est absolument pas les mêmes réglementations. Donc, le Freenet, c'est quand même déjà quelque chose qui existe. À savoir que, oui, voilà, j'allais oublier, mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est pas aussi que l'aspect légal, c'est que le matériel, par exemple les antennes comme ça, elles sont plus faites pour être accordées autour de la bande radioamateur. Donc la bande radioamateur, c'est de 144 à 146 mégas. Donc c'est-à-dire que si on est un peu au-dessus, 146, 148, 149, donc pour nous ça va être 146 ou 149 pour l'exemple, hein, je ne dis pas qu'il faut y aller, eh bien les antennes vont fonctionner relativement correctement, il n'y a aucun problème. Par contre, dès qu'on va aller plus haut, là on va commencer forcément à avoir de la perte en émission, en réception, donc c'est-à-dire un peu de perte on va recevoir un peu moins bien le signal et lorsqu'on va transmettre, toute la puissance ne sera pas forcément renvoyée dans les airs.
Donc c'est ça qui est compliqué là, c'est que les bandes les bandes interdites, c'est celles où les antennes seront les mieux accordées. Il y a une autre bande de fréquences qu'on a un peu découvert il y a quelques temps. Justement, on est en train de creuser, on est en train de vous monter un gros dossier là-dessus avec tout sourcé, les textes de loi, toute la réglementation autour de cette bande-là. C'est la bande 169 mégas. Alors ça va de 169 450 je crois à 600 à peu près. En tout cas, nous, la bande qu'on va vraiment pouvoir potentiellement, théoriquement exploiter, ça va être à peu près de 475 à 575. Mais avec 10 milliwatts. Et en fait, il faut savoir que cette zone-là, hein, à peu près de 4 à 600, donc 169 400 à 169 600, c'est une bande libre. Une bande libre, qu'est-ce que c'est? Ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Il y a le site de l'ARCEP, hein, je vous mettrai le lien vers le site de l'ARCEP si vous ne me croyez pas par rapport à ça. Les bandes libres, c'est par exemple la Wi-Fi, le LPD 433, le 40 mégas, il y a quelques fréquences du 27 mégas. Bref, voilà, ces fréquences-là, en fait, elles vont être réservées notamment pour les appareils à faible portée, ce qu'on appelle en anglais la dénomination exacte, c'est le SRD pour Short Range Device. En gros, les appareils à faible portée. Voilà, en français, ça veut dire ça. Donc le SRD. Et il faut savoir que il existe du matériel radio sur toutes les bandes SRD. On prend la bande 27 mégas, qui est également qui a des fréquences SRD. Eh bien, on retrouve des petits talkie-walkie. Alors, c'est des jouets, hein, mais ça reste des talkie-walkie. C'est-à-dire qu'on a le droit de communiquer avec des vrais talkie-walkie, même si c'est des faibles portées pour les enfants. Mais il existe quand même du matériel qui fonctionne sur le SRD 27 mégas. On a également le SRD en 40 mégas, donc là on va retrouver pareil les petits talkie-walkie. Moi je me souviens, même gamin, j'en avais quelques-uns en 40 mégas. Je n'arrive plus à en trouver aujourd'hui, mais en tout cas c'est toujours attribué et il y a toujours du matériel qui est vendu et qu'on peut utiliser. Alors tout pareil, hein, c'est 10 milliwatts maximum. Je crois que ça va de 40.620 à 680 ou 690, quelque chose comme ça. En tout cas voilà, sur la bande des 40 mégas SRD, on a du matériel qui existe. Ensuite, plus haut, on a la bande LPD 433. Alors, le LPD 433, c'est une ancienne dénomination. Maintenant, ça devrait plutôt s'appeler le SRD 433. Bref, voilà. La norme s'appelle LPD 433. Et bien, pareil, on retrouve des talkie-walkie vendus sur cette norme, en fait. Je crois que c'était le Midland ou Kenwood, je ne sais plus. En tout cas, Midland, je crois que c'est le G7. On peut le basculer en LPD 433. C'est des fréquences, il y a 69 canaux. C'est quelque chose de tout à fait légal, qui est reconnu de manière européenne. Et pareil, on a des talkie-walkie homologués qu'on peut acheter dans le commerce, qui fonctionnent sur ces bandes-là. Plus haut, on a la bande, c'est le SRD 860. En réalité, ça va, je crois, de 862 à 870 ou 869. Là, on trouve plus d'une centaine de canaux. Alors ça va de, je crois que 5 ou 10 milliwatts jusqu'à 500 milliwatts au niveau de la puissance. On y retrouve un petit peu de tout, des micros sans fil, mais on trouve également des talkie-walkie. Je crois que pareil, ça doit être Midland qui les fabrique. En tout cas, il y a très très peu de marques qui les font, mais en tout cas, on peut légalement, ça existe, des talkie-walkie en 860 mégas. Pareil sur la Wi-Fi, hein, on a aujourd'hui des talkie-walkie qui fonctionnent en Wi-Fi, c'est notamment fait pour les enfants. Mais voilà, ça existe. Donc en fait, sur toutes les bandes SRD que nous avons, donc les bandes libres, il existe des talkie-walkie qui sont légaux à l'usage. Donc je ne vois pas pourquoi le 169 ferait exception. Bien sûr, les appareils à faible portée non spécifique, hein, c'est vraiment la dénomination légale exacte de ce type de matériel. Donc c'est vraiment un peu tout et n'importe quoi. Bien sûr, il y a quand même des caractéristiques techniques à respecter, mais on pourrait tout à fait imaginer une, voire plusieurs fréquences sur cette bande-là, qu'on va pouvoir définir, qu'on va pouvoir se dire, il y a telle fréquence sur laquelle on pourrait éventuellement se mettre, en tout cas programmer dans nos appareils, et se mettre à l'écoute pour qu'en cas de pépin en extérieur, on puisse
pouvoir communiquer efficacement sur la bande VHF. Le problème qui va se poser par contre avec cette bande, c'est que les antennes ne seront pas très bien accordées. Donc j'ai pas encore fait assez de tests pour voir si avec des antennes d'origine, on peut quand même avoir une performance assez intéressante. Sinon, dans ce cas-là, je regarderai si, quelles sont les références d'antennes qui fonctionnent bien sur la bande 169. Après, il existe toujours des antennes qui sont faites pour la bande professionnelle, parce qu'il faut savoir que le 169 se trouve en plein milieu de la bande professionnelle, mais ça reste une bande libre, c'est du SRD. Tout comme le PMR 446, vous allez me dire, oh là là, mais attends, mais autour, il y a les réseaux professionnels, bah oui. Le PMR 446, c'est exactement pareil, hein. De 144 à 148, c'est les réseaux professionnels. Et pourtant, c'est en plein milieu et ça pose aucun problème, puisqu'en fait, ça fait 15 ans qu'on s'en sert, au moins 15 ou 20 ans, que c'est légal et que tout le monde en a. Donc voilà, je vois pas pourquoi le SRD 169 ferait exception. Donc voilà, moi je vous laisse un petit peu réfléchir à tout ça, essayer de trouver peut-être un compromis entre les performances, le fait que les antennes soient accordées, etc. Mais en tout cas, vraiment, hein, j'en suis arrivé à la conclusion, et il y a plein d'autres personnes qui sont arrivées à la même conclusion que moi, c'est que la CB c'est bien, mais ça prend beaucoup de place, parce que là où en UHF il faut 16 cm au niveau de l'antenne pour avoir une un quart d'onde, en VHF c'est 50 cm, donc c'est pas très grand. En CB c'est 2,75 m. En fait, pour un vrai usage en situation de catastrophe, imaginons une tornade, hein, c'est l'exemple que je prends. Imaginons il y a une tornade, il y a un vent à 200 km/h. Toutes les antennes sont pliées. Ce qui reste, c'est les talkie-walkie. Donc il faut vraiment s'imaginer que dans le pire des cas, il faut imaginer le pire des cas, et c'est-à-dire avoir un simple talkie-walkie, un portatif, avec une antenne la plus compacte possible, parce qu'on ne peut pas se trimballer avec des antennes qui fassent plusieurs mètres d'eau, c'est pas possible. Voilà, c'est tout simplement pas possible, et personne ne le fait, parce que vous voyez pas un secouriste en montagne avec une antenne de 3 mètres et un fil de masse de 2 mètres avec une batterie de 10 kilos, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ou alors c'est les militaires, mais ça c'est un autre niveau. Nous, c'est pas le but. Donc voilà, toujours penser ce ratio entre le fait que ça soit compact, facile d'accès, facile d'utilisation, légal, compatible avec d'autres matériels, que ça soit aussi bien auprès de particuliers, de professionnels, de secours, etc. Voilà, il faut savoir que quasiment toutes les casernes ont des antennes VHF. Partout, en fait, on peut facilement en fabriquer ou en trouver. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc c'est vraiment la bande de fréquence la plus répandue, parce que c'est la plus performante, en fait, tout simplement. C'est celle qui porte le plus loin, tout en restant relativement compacte et relativement peu cher au niveau du matériel, enfin en tout cas pour nous particuliers, quoi. Donc voilà. Moi j'en suis vraiment arrivé à la conclusion qu'il faut il faut réfléchir à ça et trouver vraiment la meilleure solution. Mais là, on peut pas. Le problème, c'est qu'on va nous dire oui, mais il y a le côté légal, etc. Alors, et puis, de toute façon, tout le monde sait que vous n'allez pas rester sur 10 milliwatts, bien sûr. Mais en temps normal, les gens devront respecter la réglementation 10 milliwatts, tout comme lorsqu'ils se mettent sur du SRD 860 ou du 433, parce qu'il y a des gens qui font de la radio en 433 autre que les radioamateurs, on le sait très bien. Ces gens-là, ils ont plusieurs watts, mais c'est à eux d'assumer leurs conséquences. Ils sont hors légalité. Moi, c'est pas ce que je vous dis. Je vous parle déjà de situations bien spécifiques. Je vous parle pas d'une fréquence pour faire du QSO, pour blablater, pour raconter sa vie. Je vous parle vraiment d'une fréquence qui permet, lorsqu'on est en nature, lorsqu'il y a un pépin, de pouvoir contacter et être entendu par quelqu'un. Donc l'idée, c'est que les gens se mettent en veille dessus, mais également s'en servent dans des situations particulières, comme des catastrophes ou autres. Donc bien sûr qu'on sera en dehors des 10 milliwatts, mais ça sera dans un cadre bien particulier qui fera qu'on aura le droit, la légitimité, le droit et la légitimité de passer outre les 10 milliwatts. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment, ou d'autres cadres légaux, hein, mais voilà. Donc s'il vous plaît, vraiment, prenez le temps de réfléchir à tout ça, de bien le digérer, de bien y réfléchir. Mais voilà, vraiment, pour moi, la bande VHF, c'est là-dessus qu'il faut qu'on se concentre. En plus, bien sûr, des autres bandes, hein, voilà, le PMR 446, la CB, etc. Mais ça serait bien de définir une fréquence nationale
une fréquence citoyenne française tout simplement pour ce type de situation. Une fréquence unique où au moins on pourra tous se retrouver dessus en cas de pépin et on sera sûr, plus ou moins sûr, de pouvoir communiquer de manière fiable et sans être brouillé par les grutiers, les gamins, les machins, les gens qui paniquent parce que c'est la catastrophe. Bref, voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris l'approche. Donc je le répète, hein, nous on est en train de vraiment bosser là-dessus, on est en train de vous préparer un gros dossier sur la bande 169 mégas parce que pas grand monde en parle. Beaucoup de gens ont des idées préconçues ou alors je pense que d'un côté c'est parce que certains ne veulent pas que le grand public puisse avoir accès à la bande VHF sans passer par X ou Y démarche. Hein, je vais pas, voilà. Je pense qu'il y a aussi quelque chose comme ça. Donc voilà, ils se disent oula, ça va faire concurrence, alors que non, c'est pas du tout le but. Nous, on n'est pas là pour dire aux gens mettez-vous sur cette fréquence parce qu'il n'y aura qu'une seule fréquence. Hein. L'idée, c'est pas de définir 10 000 fréquences. Là, moi, je vous dis définir une fréquence de 12,5 kHz sur c'est combien? C'est plus de 300 mégas la VHF, c'est 300 mégas. Ça va de 30 à 300. Donc non, ça fait 270 mégas de bande passante. 12,5 kHz, je vous laisse calculer ce que ça représente en pourcentage de place que ça prend. Surtout que ça ne sera pas pour communiquer tout le temps, donc ça sera vraiment que dans des cas bien particuliers. Donc voilà, je vous laisse vraiment réfléchir à tout ça. S'il vous plaît, prenez le temps de bien y réfléchir, de me laisser en commentaire des idées, des suggestions, de vos points de vue, vos réflexions. Vraiment, n'hésitez pas. On fera d'autres vidéos. On en avait déjà parlé, là, je vous l'ai dit, durant une réunion. Donc là, c'était plus de manière officielle sur la chaîne, sur la chaîne FCF. Mais voilà, il faut vraiment réfléchir à ça, structurer tout ça, parce que c'est surtout ça, c'est qu'il faut structurer nos communications, définir un plan de bande. Et moi, l'idéal, ça serait d'avoir une fréquence par bande sur lequel se retrouver pour être sûr de pouvoir s'entendre. Donc la CB, canal 9, c'est le canal d'urgence. L'UHF, vous avez le canal 8, mais s'il est encombré, je vous avais déjà justement parlé du 433-500, donc c'est le canal 18 LPD 433, qui est également une fréquence d'appel radioamateur. C'est l'avantage, c'est que c'est une bande partagée. Maintenant, il faudrait définir une fréquence en VHF pour ce type d'usage. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, c'était vraiment très très important. Je vous donnerai des nouvelles. J'attends surtout vos retours parce que c'est sans vous, en fait, on n'avancera pas. L'idée, c'est pas de choisir tout seul, moi ou avec mes collègues. C'est vraiment de tous y réfléchir et de tous définir ensemble qu'est-ce qu'on doit faire concrètement, réellement, par rapport à ça. Parce qu'il y a un besoin, il faut y répondre. À un moment donné, on ne peut pas attendre in aeternam que quelqu'un nous donne la solution. On voit bien qu'il n'y a rien qui se passe. Donc à un moment donné, il faut qu'on s'empare de ce sujet et il faut qu'on trouve vraiment une solution et qu'on définisse très clairement le type d'usage et le cadre vraiment dans lequel on va devoir s'en servir et le respecter, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir le faire perdurer. C'est comme pour tout. Allez, bonne fin de journée et puis à bientôt.